Au mariage de ma fille, mon fils m'a accusé d'avoir détruit son mariage devant le curé. L'église entière est devenue silencieuse quand j'ai sorti mon téléphone et montré le message qu'il avait envoyé à son ancien patron. Le message disait « J'ai saboté les comptes intentionnellement pour avoir plus de temps libre ». Le visage de mon fils est devenu blanc comme un linge. Avant de continuer, inscrivez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je n'aurais jamais imaginé que le mariage de ma fille cadette deviendrait le théâtre d'une confrontation aussi publique avec mon fils. À mon âge, 73 ans, je pensais avoir dépassé ce genre de drames familiaux. Mais voilà, parfois la vie nous rattrape. Même quand on a les cheveux blancs et qu'on espère simplement profiter de sa retraite en paix. C'était un samedi de juin, un de ces jours où le soleil caresse la campagne normande d'une lumière dorée. L'église du petit village où ma fille avait choisi de se marier était magnifique, avec ses vitraux qui filtraient la lumière en créant des jeux d'arc-en-ciel sur les bancs en bois usés par le temps. J'avais passé la matinée à ajuster mon costume, un 3 pièces bleu marine que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Ma femme m'avait quitté il y a 12 ans, mais j'étais toujours là pour mes enfants, du moins je le croyais. Mathilde, ma fille qui se mariait ce jour-là, avait toujours été proche de moi. Quant à Laurent, mon fils aîné, disons que notre relation s'était considérablement refroidie ces derniers temps. En me regardant dans le miroir de la petite chambre d'hôtel où je m'étais préparé, j'ai remarqué à quel point le temps avait marqué mon visage. Les rides autour de mes yeux s'étaient creusées, témoin silencieux des joies et des peines d'une vie bien remplie. Mes mains, légèrement tremblantes alors que j'essayais de nouer ma cravate, trahissaient à mon âge. Pourtant, malgré les années, je me sentais droit et fier ce jour-là, prêt à accompagner ma fille vers sa nouvelle vie. En arrivant à l'église, j'ai immédiatement senti une tension dans l'air. Laurent était déjà là, discutant avec sa femme Sylvie près de l'entrée. Quand nos regards se sont croisés, il a détourné les yeux. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'ai décidé de l'ignorer. C'était le jour de Mathilde, et rien ne devait gâcher cela. Les invités commençaient à arriver, remplissant peu à peu l'église. La famille du futur marié, un jeune homme nommé Thomas, que je trouvais sympathique malgré sa tendance à trop parler de sa carrière dans la finance, occupait déjà les premiers rangs. J'ai salué les personnes que je connaissais, échangeant des banalités et des souvenirs, comme il est d'usage dans ces occasions. Le moment est venu où j'ai dû rejoindre ma fille dans la petite pièce attenante à l'église. Elle était resplendissante dans sa robe blanche, un modèle simple mais élégant qui mettait en valeur sa silhouette gracieuse. Ses yeux brillaient d'émotion et d'anticipation. « Tu es magnifique », ai-je murmuré, la gorge nouée par l'émotion. « Merci, papa », a-t-elle répondu en ajustant mon nœud de cravate avec tendresse. « Je suis si heureuse que tu sois là. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Après le départ de sa mère, j'avais fait de mon mieux pour être présent dans sa vie, malgré mes horaires de travail chargés. J'avais été directeur financier dans une entreprise d'import-export pendant plus de 30 ans avant de prendre ma retraite il y a 5 ans. Ce n'était pas toujours facile, mais je m'étais efforcé d'être un bon père. La musique a commencé, signalant qu'il était temps. J'ai offert mon bras à Mathilde et ensemble, nous avons fait notre entrée dans l'église. Je sentais tous les regards se poser sur nous, mais en cet instant, seule comptait ma fille et la joie pure qui illuminait son visage. Thomas l'attendait devant l'autel, l'air ému et nerveux à la fois. J'ai placé la main de Mathilde dans la sienne, symboliquement, et j'ai pris place au premier rang. La cérémonie a commencé. Le curé, un homme âgé à la voix douce et posée, guidant les futurs époux à travers les rituels sacrés du mariage. Tout se déroulait parfaitement jusqu'au moment où le curé a demandé, comme le veut la tradition, si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Un silence est tombé sur l'assemblée, comme toujours à ce moment-là. Puis, contre toute attente, une voix s'est élevée, celle de Laurent. « Je ne m'oppose pas au mariage », a-t-il dit, se levant de son siège au 3e rang. Mais je pense que c'est l'occasion de dire certaines vérités.
Un murmure de surprise a parcouru l'assistance. Mathilde et Thomas se sont retournés incrédules. Le curé, décontenancé, a ajusté ses lunettes sur son nez. Laurent s'est avancé dans l'allée centrale et je pouvais voir qu'il avait bu. Pas assez pour être ivre, mais suffisamment pour que sa démarche soit légèrement instable et que ses inhibitions soient réduites. « Vous savez tous que mon mariage traverse une période difficile », a-t-il continué, sa voix résonnant dans l'église soudain silencieuse. « Ce que vous ne savez pas, c'est que mon père est en grande partie responsable de cette situation. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. Qu'est-ce qu'il racontait? Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. « Laurent, ce n'est ni le moment ni l'endroit, » ai-je dit, me levant à mon tour. Il m'a ignoré, s'adressant directement à l'Assemblée. Mon père a passé sa vie à mettre le travail avant sa famille. Il a poussé ma mère au divorce avec ses absences constantes et maintenant, il essaie de faire la même chose avec mon mariage. Une vague de chuchotements a traversé l'église. Je me suis senti rougir de colère et d'embarras. Comment osait-il transformer le mariage de sa sœur en règlement de compte personnel? Il m'a conseillé de travailler plus dur quand j'ai perdu mon emploi, a poursuivi Laurent, pointant un doigt accusateur dans ma direction. Il a dit à ma femme que j'étais paresseux, que je n'étais pas assez ambitieux. Il lui a fait croire que j'étais responsable de nos problèmes financiers, alors que c'est l'économie qui est en crise. Sylvie, visiblement mal à l'aise, tentait de faire asseoir son mari, mais il la repoussait doucement. « Laurent, tu es en train de ruiner le mariage de ta sœur, » ai-je dit, essayant de garder mon calme malgré la colère qui montait en moi. « Tu as ruiné mon mariage » a-t-il crié, perdant toute retenue. Tu as détruit mon couple avec tes jugements et tes critiques constantes. Même le curé devrait savoir quel genre d'homme tu es vraiment. Le curé, complètement dépassé par la situation, essayait de ramener le calme. Mes enfants, peut-être devrions-nous. Mais Laurent était lancé, déversant des années de ressentiment accumulés. Il prétend être un bon père, mais il n'a jamais été là quand nous avions besoin de lui. Et maintenant, il détruit ma vie comme il a détruit celle de notre mère. J'ai regardé autour de moi. Les invités étaient figés, certains gênés, d'autres avides de ce drame inattendu. Mathilde avait les larmes aux yeux, son jour parfait se transformant en cauchemar. Thomas semblait ne pas savoir comment réagir, son regard allant de sa future femme à son beau-frère déchaîné. C'est à ce moment précis que j'ai pris une décision. Pendant des années, j'avais laissé Laurent me blâmer pour ses propres échecs, pensant que c'était ma façon de l'aider à surmonter ses difficultés. Mais pas aujourd'hui, pas au mariage de ma fille. J'ai sorti mon téléphone portable de la poche intérieure de ma veste. D'une main que je m'efforçais de garder stable, j'ai ouvert l'application de messagerie et fait défiler jusqu'à trouver ce que je cherchais. « Tu veux que tout le monde sache la vérité, Laurent ?» ai-je demandé, ma voix étrangement calme dans le chaos ambiant. « Alors, laisse-moi t'aider. » Je me suis approché du curé et lui ai montré l'écran de mon téléphone. Ses yeux se sont écarquillés derrière ses lunettes. « Ceci, ai-je dit en me tournant vers l'Assemblée, est un message que mon fils a envoyé à son ancien patron, François Dumont, il y a 3 mois. Un message qu'il m'a accidentellement transféré lors d'une conversation que nous avions par texto. » Laurent a soudain pâli, comme s'il venait de comprendre ce qui allait suivre. « Non, » a-t-il murmuré, « tu n'oserais pas. » Je me suis tourné vers lui, le cœur lourd mais déterminé. « Tu m'accuses d'avoir détruit ton mariage. Tu embarrasses ta sœur le jour de ses noces. Tu mens devant Dieu dans sa maison. Alors oui, j'ose. » J'ai tendu le téléphone vers le centre de l'allée pour que ceux des premiers rangs puissent le voir, et j'ai lu à haute voix « François, je sais que tu cherches toujours à comprendre pourquoi les comptes de Mérignac ont été si mal gérés l'an dernier. La vérité, c'est que j'ai délibérément saboté ce dossier. J'avais besoin de moins de pression au travail pour gérer mes problèmes personnels. Je savais que ça ne serait pas remonté jusqu'à moi. Je suis désolé. Mais je devais te l'avouer maintenant que j'ai quitté l'entreprise. » Un silence assourdissant a suivi ma lecture. Laurent était pétrifié, le visage blanc comme un linge. Sylvie le regardait avec un mélange de choc et de trahison.
Voilà pourquoi tu as perdu ton emploi. Ai-je continué, regardant mon fils droit dans les yeux. Voilà pourquoi tu as des problèmes financiers. Voilà pourquoi ton mariage est en difficulté. Pas à cause de mes conseils ou de mes critiques. À cause de tes propres choix. Laurent s'est effondré sur le banc le plus proche, incapable de soutenir les regards qui convergeaient vers lui. Sylvie s'est levée et est sortie de l'église d'un pas rapide, les épaules secouées de sanglots. J'ai rangé mon téléphone dans ma poche et me suis tourné vers ma fille et son futur mari. Je suis profondément désolé pour cette scène. Ce n'est ni le lieu ni le moment. S'il vous plaît, continuez votre cérémonie. Le curé, après un moment d'hésitation, a repris ses esprits et a fait signe au couple de se tourner à nouveau vers l'autel. La cérémonie a repris, mais l'atmosphère avait irrémédiablement changé. La joie pure du début avait cédé la place à une tension palpable, à un malaise collectif. Alors que le curé prononçait les paroles sacrées unissant Mathilde et Thomas, mon regard s'est posé sur Laurent, toujours assis, le visage enfoui dans ses mains. Une partie de moi regrettait d'avoir exposé ainsi son secret, mais une autre partie, celle du père blessé et injustement accusé, ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain soulagement. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était enfin révélée. À la sortie de l'église, alors que les invités jetaient du riz sur les nouveaux mariés, j'ai cherché Laurent du regard. Il avait disparu. Sylvie aussi. Je ne savais pas si notre relation pourrait un jour se reconstruire après cela, mais j'espérais qu'au moins il cesserait de se mentir à lui-même et aux autres. Plus tard, pendant la réception qui se tenait dans un charmant domaine viticole à quelques kilomètres de là, plusieurs invités sont venus me voir, certains pour me soutenir, d'autres pour me reprocher d'avoir gâché le mariage avec ses révélations publiques. J'ai accepté les critiques comme les soutiens avec la même dignité silencieuse. Mathilde m'a finalement rejoint sur la terrasse où je m'étais isolé pour réfléchir. Elle portait toujours sa magnifique robe de mariée, mais son visage reflétait une maturité et une compréhension qui dépassaient de son âge. « Tu n'aurais peut-être pas dû le faire ainsi devant tout le monde », a-t-elle dit doucement en s'asseyant à côté de moi. « Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. » J'ai pris sa main dans la mienne, touché par sa capacité à voir au-delà du drame qui avait entaché son jour spécial. « Je suis désolé, ma chérie. Je n'aurais jamais voulu que ton mariage soit marqué par cette scène. » Elle a esquissé un sourire triste. Au moins, maintenant Sylvie sait la vérité. Elle méritait de savoir. J'ai hoché la tête, pensant à ma belle-fille, qui depuis des mois portait le poids des mensonges de son mari. Peut-être que cette révélation, aussi brutale soit-elle, lui permettrait enfin de voir clair dans sa situation et de prendre les décisions nécessaires pour son propre bien-être. La nuit commençait à tomber, enveloppant le domaine d'une douce pénombre. Les lumières de la salle de réception scintillaient au loin, les rires et la musique nous parvenant par vagues. La vie continuait, malgré les drames et les révélations. En regardant ma fille, maintenant une femme mariée, je me suis demandé si j'avais vraiment été le père qu'elle et Laurent méritaient. J'avais travaillé dur toute ma vie pour leur offrir un avenir confortable, mais peut-être avais-je négligé l'essentiel. Être simplement présent, à l'écoute, disponible. Mais il était trop tard pour ces regrets. Aujourd'hui, je devais accepter les conséquences de mes choix, tout comme Laurent devrait accepter les siennes. Et peut-être qu'un jour, nous trouverions tous les deux le chemin de la réconciliation. Pour l'instant, toutefois, je devais me concentrer sur ce jour spécial, sur ma fille qui, malgré tout, avait choisi de célébrer son amour et de commencer une nouvelle vie. C'était cela qui importait vraiment. Alors que nous retournions vers la fête, je me suis promis de faire mieux dans cette nouvelle phase de ma vie, d'être le père, et peut-être un jour le grand-père que mes enfants méritaient. Il n'était jamais trop tard pour apprendre de ses erreurs, même à 73 ans. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette confrontation à l'église n'était que le début d'une tempête familiale qui allait révéler bien d'autres secrets enfouis depuis longtemps. Et voilà pour ce premier chapitre de mon histoire. J'espère que vous êtes aussi curieux que moi de savoir comment tout cela va évoluer.
Inscrivez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous révélé ce message devant toute l'assemblée ou gardé le secret pour préserver l'harmonie du mariage? J'attends vos réactions avec impatience. La réception du mariage de ma fille s'était terminée tard dans la nuit. Malgré l'incident à l'église, Mathilde avait réussi à profiter de sa journée, entourée de son mari et de leurs amis. Mais l'absence de Laurent et Sylvie planait comme une ombre sur les festivités. Je n'avais pas revu mon fils depuis sa sortie précipitée de l'église, et cette pensée me tourmentait alors que je regagnais ma chambre d'hôtel, seul avec mes doutes et mes regrets. Le lendemain matin, alors que la plupart des invités profitaient encore de leur sommeil après les réjouissances de la veille, je me suis levé tôt, comme à mon habitude. À 73 ans, le sommeil devient un luxe capricieux qui vous abandonne souvent aux premières lueurs de l'aube. J'ai ouvert les rideaux de ma chambre pour découvrir un ciel gris, chargé de nuages lourds qui semblaient refléter mon humeur. La campagne normande, si pittoresque la veille sous le soleil, paraissait maintenant mélancolique, presque austère. En me préparant un café avec la petite machine mise à disposition dans la chambre, je repensais à la confrontation avec Laurent. Avais-je eu raison de révéler son secret devant tout le monde? N'aurais-je pas pu attendre un moment plus approprié? Ces questions tournaient en boucle dans ma tête, sans réponse satisfaisante. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était un message de Mathilde. Petit déjeuner à 9h dans la salle du domaine avant notre départ en lune de miel. J'aimerais que tu sois là, papa. J'ai souri faiblement. Au moins, ma fille ne semblait pas m'en vouloir. Je lui ai répondu que je serais présent, bien sûr, puis j'ai consulté mes autres notifications. Rien de Laurent. Je ne savais même pas où il avait passé la nuit, ni s'il était rentré à Paris avec Sylvie ou s'il était resté dans la région. À 9h précises, je suis descendu à la salle à manger du domaine où se déroulait un brunch pour les invités qui avaient logé sur place. Mathilde et Thomas étaient déjà là, rayonnant malgré la fatigue évidente sur leurs visages. Ils parlaient avec enthousiasme de leur voyage de noces imminent en Grèce. En me voyant, Mathilde s'est excusée auprès de ses interlocuteurs et est venue vers moi. « Tu as bien dormi, papa ?» a-t-elle demandé en m'embrassant sur la joue. Comme un homme de mon âge, ai-je répondu avec un sourire las. « Et toi, ma chérie, pas trop déçue par les événements d'hier ?» Elle a secoué la tête. « C'est ton histoire avec Laurent et je ne veux pas m'en mêler. » Mais elle a hésité un instant. Sylvie m'a appelé ce matin. Mon cœur a fait un bond. « Ah, et comment va-t-elle ?»« Pas très bien, » a admis Mathilde. Elle est rentrée à Paris hier soir, seule. Laurent a pris une chambre quelque part dans le coin. Elle m'a dit qu'elle ne savait rien à propos de ce message, de ce qu'il avait fait à son travail. J'ai hoché la tête, peu surpris. Laurent avait toujours été doué pour compartimenter sa vie, pour cacher certaines vérités à ceux qui lui étaient proches. Un trait qu'il tenait peut-être de moi, je dois l'admettre. Sylvie m'a aussi dit qu'elle réfléchissait sérieusement à leur avenir ensemble, a poursuivi Mathilde, l'air préoccupé. Apparemment, ça n'allait pas bien entre eux depuis longtemps, mais elle pensait que c'était à cause du stress financier, pas d'un mensonge aussi grave. Je me suis senti soudain très vieux et très fatigué. Je n'avais jamais voulu être l'instrument de la destruction du mariage de mon fils, quoi qu'il en dise. Je voulais simplement me défendre, rétablir la vérité. Je devrais peut-être parler à Laurent, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Mathilde. Elle a posé une main sur mon bras. Peut-être, mais pas aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, c'est encore un peu notre journée à Thomas et moi. Et puis, Laurent a besoin de temps pour réfléchir à ce qu'il a fait. J'ai acquiescé, touché par sa maturité. Tu as raison. Profite de ton voyage. Ne t'inquiète pas pour nous. Les histoires de vieux messieurs comme moi peuvent attendre. Elle a ri doucement. Tu n'es pas si vieux que ça, papa. Et tu as encore beaucoup de temps pour arranger les choses avec Laurent. Si seulement j'avais sa confiance. Après le départ de Mathilde et Thomas pour l'aéroport, l'hôtel s'est vidé progressivement. J'avais prévu de rester une nuit de plus avant de rentrer chez moi à Rouen, où je vivais seul depuis mon divorce. L'idée de retourner dans mon appartement vide ne m'enchantait guère, surtout avec toute cette situation non résolue avec Laurent.
En début d'après-midi, alors que je lisais dans le jardin du domaine, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité puis décroché. « Allô ? Papa, c'est moi. » La voix de Laurent était rauque, comme s'il avait pleuré ou mal dormi, probablement les deux. « Laurent » ai-je répondu, ne sachant que dire d'autre. Un silence s'est installé, lourd de toutes les choses non dites entre nous. Finalement, c'est lui qui l'a rompu. Je suis toujours dans le coin, à l'auberge du village. Je pense qu'on devrait parler. J'ai senti un mélange de soulagement et d'appréhension. « D'accord. Tu veux que je te rejoigne ? » ?»« Non, » a-t-il répondu rapidement. « Je préfère qu'on se retrouve sur un terrain neutre. Il y a un café sur la place du village. Dans 1 heure, j'y serai. » ai-je promis. 1 heure plus tard, je poussai la porte du café de la place. Un établissement typique avec ses tables en bois foncé et ses chaises dépareillées. Laurent était déjà là, assis au fond, une tasse de café devant lui. Il avait l'air épuisé, les traits tirés, les yeux rougis. Je me suis approché lentement, soudain conscient de mon propre corps vieillissant, de ma démarche moins assurée qu'autrefois. Laurent m'a regardé avancer sans se lever, son expression indéchiffrable. « Bonjour Laurent » ai-je dit en m'asseyant face à lui. « Bonjour » a-t-il répondu, le regard fixé sur sa tasse. La serveuse est venue prendre ma commande, un café noir, puis s'est éloignée, nous laissant dans notre silence inconfortable. « Sylvie est partie » a finalement lâché Laurent. « Elle est rentrée à Paris hier soir. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à notre mariage. » J'ai ressenti un pincement au cœur. Je suis désolé d'entendre ça. Il a levé les yeux vers moi, un éclair de colère traversant son regard. « Vraiment ? C'est pourtant ce que tu voulais, non ? Exposer mon mensonge devant tout le monde, détruire mon mariage. » J'ai secoué la tête. « Non, Laurent, je voulais juste me défendre. Tu m'as accusé injustement, devant toute l'assemblée, d'être responsable de tes problèmes. Parce que tu l'es en partie, » a-t-il rétorqué, haussant légèrement la voix avant de se raviser, conscient du lieu public où nous nous trouvions. « Tu as toujours été si parfait, si irréprochable. Le grand Marcel Bernard, directeur financier respecté, travailleur acharné, modèle de vertu. Comment crois-tu que c'était de grandir dans ton ombre ?» Ces mots m'ont pris au dépourvu. Je n'avais jamais perçu notre relation sous cet angle. Je n'ai jamais cherché à te mettre la pression, Laurent. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi, c'est tout. Le meilleur selon tes critères, a-t-il répliqué. Tu n'as jamais compris que je n'étais pas comme toi. Je n'ai pas ta rigueur, ton sens du devoir. J'ai essayé pourtant. J'ai vraiment essayé de te ressembler, de te rendre fier. Ma tasse de café est arrivée, mais je l'ai à peine remarquée, absorbé par les révélations de mon fils. Et ce message alors, ai-je demandé doucement. Cet sabotage volontaire de ton travail? Laurent a détourné le regard, visiblement honteux. C'était stupide, je sais. J'étais sous pression à la maison, au bureau. Sylvie voulait un enfant, mais nos finances n'étaient pas stables. Mon patron me confiait de plus en plus de responsabilités et je n'y arrivais pas. Je n'étais pas à la hauteur. Alors tu as délibérément saboté les comptes? Ai-je demandé, incrédule. Il a acquiescé lentement. Je pensais que ça me donnerait un peu de répit, que les dossiers seraient réattribués à quelqu'un d'autre. Je ne pensais pas que ça mènerait à mon licenciement. J'ai soupiré, me demandant où j'avais échoué dans son éducation pour qu'il en arrive à de telles extrémités. Et pourquoi avoir envoyé ce message à ton ancien patron? Après ton licenciement en plus? Laurent a haussé les épaules, l'air désemparé. Je ne sais pas. Un moment de conscience peut-être, ou de stupidité. François a toujours été correct avec moi et je me sentais coupable. Je pensais que ça me libérerait d'avouer. Et ça t'a libéré? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Non, a-t-il admis. Ça a juste empiré les choses. François m'a menacé de poursuites judiciaires, même s'il n'a pas donné suite. Et puis, j'ai fait cette erreur stupide de te transférer le message par accident. Je me souvenais parfaitement de ce jour. Laurent m'avait envoyé plusieurs messages concernant un dîner de famille prévu le week-end suivant. Et puis, soudain, ce message étrange,
clairement destiné à quelqu'un d'autre. J'avais été choqué, mais je n'en avais pas parlé, respectant ce que je pensais être sa vie privée. Jusqu'à hier. Pourquoi m'avoir accusé devant tout le monde, Laurent? Pourquoi avoir dit que j'avais détruit ton mariage? Il a passé une main fatiguée sur son visage, parce que c'était plus facile que d'admettre ma propre responsabilité, parce que j'en avais assez d'être comparé à toi, de ne jamais être assez bien. Et puis, il y avait eu ce dîner, il y a 2 mois. Je me suis souvenu. Un dîner chez Laurent et Sylvie, où la conversation avait dérivé vers les difficultés professionnelles de mon fils. J'avais peut-être été un peu direct dans mes conseils, suggérant qu'il devrait redoubler d'efforts pour retrouver un emploi stable. Tu as dit à Sylvie que j'étais paresseux, que je manquais d'ambition, a poursuivi Laurent, l'amertume perçant dans sa voix. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tes mots ont fait leur chemin. Elle a commencé à me regarder différemment, à remettre en question mes choix, mes efforts. Je n'ai jamais dit que tu étais paresseux, ai-je protesté. J'ai dit que dans un marché du travail difficile, il fallait se démarquer, faire preuve de persévérance. C'est ce que tu as dit, mais ce n'est pas ce qu'elle a entendu, a rétorqué Laurent, et ce n'est pas ce que j'ai entendu non plus. Pour nous, c'était juste une autre façon de dire que je n'en faisais pas assez, que je n'étais pas assez bon. J'ai pris une gorgée de mon café devenu tiède, réfléchissant à ces paroles. Avais-je été si aveugle aux conséquences de mes conseils? Avais-je involontairement contribué au problème de mon fils en essayant de l'aider? Je suis désolé si mes paroles t'ont blessé, ai-je finalement dit. Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste t'aider à traverser cette période difficile. Laurent a secoué la tête. Ton aide a toujours eu un prix, papa. Elle vient toujours avec un jugement implicite, une attente de perfection que je ne peux pas atteindre. Ces mots m'ont fait mal, d'autant plus que je commençais à entrevoir leur part de vérité. Peut-être avais-je projeté sur mes enfants mes propres standards, mes propres ambitions, sans tenir compte de leur personnalité, de leurs désirs propres. Et maintenant, ai-je demandé après un moment de silence. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton mariage, pour ton avenir? Laurent a soupiré profondément. Je ne sais pas. Sylvie va probablement demander le divorce. Elle ne me fait plus confiance, et je ne peux pas l'en blâmer. Quant au travail, j'ai quelques entretiens prévus la semaine prochaine, mais qui voudrait embaucher quelqu'un avec ma réputation? Ta réputation? Ai-je demandé, confus. François a peut-être renoncé aux poursuites judiciaires, mais il n'a pas gardé l'histoire pour lui. Dans notre secteur, tout le monde est au courant de ce que j'ai fait. Les recruteurs me rappellent rarement après le premier entretien, quand ils vérifient mes références. J'ai senti une vague de compassion mêlée d'irritation. Laurent s'était mis lui-même dans cette situation impossible, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de vouloir l'aider. Je connais encore quelques personnes dans le milieu, ai-je proposé. Je pourrais passer quelques coups de fil, voir si... Non, m'a-t-il interrompu fermement. C'est exactement ce que je ne veux pas. Je ne veux pas être l'homme qui doit son job à son père. Je dois régler ça moi-même. J'ai acquiescé, respectant sa décision tout en doutant de sa capacité à s'en sortir seul, vu son historique de mauvaises décisions. Un silence s'est installé entre nous, moins tendu qu'au début, mais toujours chargé d'émotions contradictoires. Tu sais, ai-je finalement dit, ta mère me reprochait la même chose. Laurent a levé les yeux, surpris. De quoi? D'être trop exigeant, trop perfectionniste, de ne jamais être satisfait, ni avec moi-même, ni avec les autres. J'ai marqué une pause, les souvenirs affluents. Notre divorce n'était pas uniquement dû à mes absences pour le travail, comme tu le penses. C'était aussi à cause de cette pression constante que je mettais sur notre famille, cette quête impossible de la perfection. Mon fils m'a regardé comme s'il me voyait vraiment pour la première fois. Maman ne nous a jamais dit ça. Elle vous protégeait, je suppose. Elle ne voulait pas que vous pensiez moins de moi. J'ai souri tristement. Elle a toujours été meilleure que moi pour comprendre les besoins émotionnels des autres. Laurent a hoché la tête, pensif. Elle me manque, tu sais, surtout dans des moments comme celui-ci. À moi aussi, ai-je admis. Elle aurait su quoi dire, comment arranger les choses entre nous.
Le souvenir de mon ex-femme, Hélène, a flotté entre nous comme un fantôme bienveillant. Elle était décédée d'un cancer il y a 5 ans et son absence se faisait encore cruellement sentir dans notre famille fragmentée. « Tu crois que Sylvie me pardonnera un jour ?» a demandé Laurent, la voix tremblante. J'ai hésité, ne voulant pas lui donner de faux espoirs. Je ne sais pas. Ça dépendra de ta capacité à être honnête avec elle à partir de maintenant, à reconstruire cette confiance brisée. Ça ne sera pas facile, et ça prendra du temps. Il a acquiescé, l'air abattu mais résigné. Et toi, tu me pardonnes pour ce que j'ai dit à l'église ? Cette question m'a pris au dépourvu. Je n'avais pas réfléchi à la situation sous cet angle, trop préoccupé par ma propre culpabilité dans cette histoire compliquée. Oui, ai-je répondu après réflexion. Je te pardonne, et j'espère que tu me pardonneras aussi pour mes manquements en tant que père. Un sourire fragile s'est dessiné sur ses lèvres. Je vais essayer. Nous avons fini nos cafés en parlant de sujets plus légers, du mariage de Mathilde, de la beauté de la Normandie, de souvenirs d'enfance moins chargés. Lorsque nous nous sommes séparés, quelque chose avait changé entre nous. Ce n'était pas une réconciliation complète, loin de là, mais peut-être le début d'une compréhension mutuelle, d'un respect nouveau pour nos faiblesses respectives. En rentrant à l'hôtel, j'ai remarqué que la pluie avait cessé et que quelques rayons de soleil perçaient à travers les nuages. Un présage, peut-être. Je n'osais pas trop espérer. Ce soir-là, alors que je préparais ma valise pour mon retour à Rouen le lendemain, j'ai reçu un message de Sylvie. « Laurent m'a tout raconté de votre conversation. Merci d'avoir été là pour lui. Nous avons beaucoup à régler, mais au moins maintenant, nous partons d'une base honnête. Prenez soin de vous, Marcel. » Ces quelques mots m'ont réchauffé le cœur, plus que je ne l'aurais imaginé. Peut-être que tout n'était pas perdu pour mon fils et sa femme. Peut-être que cette terrible révélation à l'église était, en fin de compte, le catalyseur dont notre famille avait besoin pour commencer à guérir. Mais le chemin serait long, je le savais. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que le plus difficile restait à venir. Car certains secrets, une fois révélés, en entraînent d'autres à la surface. Et la vérité que j'avais si soigneusement gardée pendant toutes ces années ne tarderait pas à émerger elle aussi. Quelle conversation difficile j'ai eue avec mon fils, n'est-ce pas ? Parfois, il faut du temps pour comprendre vraiment les blessures que nous avons causées sans le vouloir. Pensez-vous que j'aurais dû m'excuser davantage pour mon comportement passé, ou était-il temps que Laurent assume ses propres erreurs ? J'attends vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de cette histoire familiale compliquée. Le dernier chapitre révélera un secret que je n'ai jamais osé partager avec mes enfants. 3 mois s'étaient écoulés depuis le mariage de Mathilde. L'automne avait transformé la Normandie, parant les arbres de teintes flamboyantes avant de les dénuder progressivement. Dans mon appartement à Rouen, je regardais les feuilles mortes virevolter dans le petit parc en face de ma fenêtre, emportées par le vent capricieux de novembre. Depuis notre conversation au café du village, Laurent et moi avions maintenu un contact prudent mais régulier. Nos appels hebdomadaires étaient d'abord maladroits, émaillés de silences gênants, mais peu à peu, une nouvelle forme de relation se dessinait entre nous, plus honnête, moins idéalisée. Quant à Sylvie, elle n'avait pas demandé le divorce, comme Laurent le craignait. Ils avaient entamé une thérapie de couple, un processus difficile mais nécessaire pour reconstruire leur confiance mutuelle. Laurent avait également trouvé un nouvel emploi, moins prestigieux que le précédent, mais qui lui offrait un nouveau départ. Ce jour-là, je me préparais à recevoir Mathilde et Thomas, de retour de leur lune de miel prolongée et installés depuis peu à Paris. C'était la première fois que ma fille venait chez moi depuis le fameux incident à l'église et j'étais nerveux sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce que je savais que cette visite marquerait un tournant dans notre histoire familiale. J'avais passé la matinée à nettoyer mon appartement, à préparer un repas simple mais soigné, un bœuf bourguignon qui mijotait doucement, emplissant l'air de son parfum réconfortant. À mon âge, ces petites tâches domestiques prenaient plus de temps qu'autrefois, mais j'y trouvais une satisfaction tranquille,
une façon de me sentir encore utile et autonome. La sonnette a retenti à 13 heures précises. Mathilde avait toujours été d'une ponctualité exemplaire, un trait qu'elle tenait de moi, selon sa mère. « Papa !» s'est-elle exclamée en me serrant dans ses bras. Son visage rayonnait de bonheur, le teint hâlé par le soleil grec. Thomas m'a salué avec chaleur, me tendant une bouteille de vin rouge qu'ils avaient rapportée de leur voyage. « Un petit souvenir des Cyclades », a-t-il expliqué avec un sourire. Nous nous sommes installés dans le salon, échangeant les nouvelles des derniers mois. Mathilde parlait avec enthousiasme de leur voyage, des plages immaculées de Santorin, des ruelles pittoresques de Mykonos. Thomas évoquait leur nouvel appartement, les défis de leur installation. Une conversation légère, presque banale, qui contrastait avec ce que je savais devoir leur dire. Pendant le repas, Mathilde a finalement abordé le sujet qui, je le sentais, lui tenait à cœur. « Comment ça va avec Laurent ?» a-t-elle demandé, son regard soudain plus sérieux. J'ai posé ma fourchette, prenant le temps de formuler ma réponse. « Mieux. Nous parlons régulièrement maintenant. Il fait des efforts. Et moi aussi. » Elle a hoché la tête, visiblement soulagée. Il m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit pour la thérapie avec Sylvie, pour son nouveau travail. Il avait l'air différent, plus apaisé. Je crois qu'il commence à trouver son propre chemin, ai-je confirmé, sans essayer de correspondre à l'image qu'il se faisait de mes attentes. Thomas, qui était resté silencieux sur ce sujet, est intervenu avec une question inattendue. « Et vous, Marcel ? Comment vous sentez-vous dans tout ça ?» Sa question m'a prise au dépourvu. Peu de gens s'inquiétèrent de mon ressenti, me voyant comme le patriarche stoïque, le roc inébranlable de la famille. Je me sens en transition, ai-je admis après réflexion. J'apprends à être un père différent, peut-être celui dont mes enfants ont vraiment besoin, plutôt que celui que je pensais devoir être. Mathilde m'a regardé avec une tendresse mêlée de curiosité. « Tu as changé, papa. Depuis le mariage, tu es plus... je ne sais pas. Plus ouvert peut-être. » J'ai souri, touché par son observation. À mon âge, on pense qu'on ne peut plus changer, mais parfois, la vie nous force à remettre en question nos certitudes les plus ancrées. Le repas s'est poursuivi dans une ambiance détendue, jusqu'au moment où, après avoir servi le café, j'ai senti que le moment était venu. « Il y a quelque chose dont je voudrais vous parler », ai-je annoncé, ma voix plus grave qu'à l'accoutumée. Mathilde et Thomas ont échangé un regard, surpris par mon changement de ton. « Rien de grave, j'espère ?» a demandé ma fille, soudain inquiète. « Non, pas grave », ai-je nuancé, mais important. Un secret que j'ai gardé pendant trop longtemps et que les récents événements m'ont fait réaliser qu'il était temps de partager. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids des années de silence sur mes épaules. Votre mère et moi, notre divorce n'était pas seulement dû à mon travail ou à mon perfectionnisme, comme je l'ai laissé croire. Mathilde s'est redressée sur sa chaise, soudain très attentive. « Que veux-tu dire, papa ? Je veux dire que j'ai porté la responsabilité de notre séparation pendant toutes ces années pour vous protéger, vous et Laurent, pour protéger l'image que vous aviez de votre mère. » Un silence lourd s'est abattu sur la pièce. Thomas, sentant peut-être l'intimité du moment, a fait mine de se lever, mais je lui ai fait signe de rester. « Tu fais partie de la famille maintenant, Thomas, et ce secret a assez pesé sur cette famille. » Il a acquiescé silencieusement, se rasseyant aux côtés de ma fille, qui me fixait avec un mélange d'appréhension et de curiosité. « Votre mère avait une liaison, » ai-je finalement dit, les mots sortant difficilement de ma bouche, même après toutes ces années. Une longue liaison avec un collègue de son cabinet d'avocat. Mathilde a porté une main à sa bouche, visiblement choquée. « Maman, mais tu n'as jamais rien dit. »« Non, » ai-je confirmé. « Nous avons décidé ensemble de ne pas vous le dire. Vous étiez encore jeune, Laurent venait d'entrer à l'université, tu étais au lycée. Nous ne voulions pas que vous soyez pris dans cette situation, forcé de choisir un camp. Mais tout le monde a cru que c'était de ta faute, » a protesté Mathilde, les larmes aux yeux.
Même Laurent et moi, on pensait que c'était ton travail, ton absence qui avait détruit votre mariage. J'ai haussé les épaules, un geste qui trahissait mon acceptation résignée de cette injustice. C'était plus simple ainsi. Votre mère avait besoin de préserver son image, surtout à cause de sa profession. Et moi, je pouvais supporter d'être le méchant de l'histoire, tant que vous continuiez à avoir une bonne relation avec elle. C'est pour ça que tu n'as jamais contesté la garde partagée, même si tu travaillais tout le temps, a demandé Mathilde, commençant à assembler les pièces du puzzle. Oui, c'était ma façon de compenser, de vous montrer que malgré ce que vous pouviez entendre ou penser, je tenais à vous avoir dans ma vie. Thomas, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a posé une question pertinente. Pourquoi nous dire ça maintenant, Marcel? J'ai soupiré, fixant un instant mon café refroidi avant de répondre. Parce que les secrets finissent toujours par faire du mal. Regardez ce qui s'est passé avec Laurent. Toute sa vie, il a essayé de se mesurer à une image de moi qui n'était pas réelle. Il m'en voulait pour quelque chose dont je n'étais pas entièrement responsable. J'ai fait une pause, cherchant mes mots, et aussi parce que je vieillis. Je ne veux pas partir en laissant derrière moi des mensonges et des malentendus. Je veux que vous me connaissiez vraiment, avec mes forces et mes faiblesses. Mathilde a essuyé une larme qui coulait sur sa joue. Laurent est au courant? Pas encore, ai-je admis. J'ai pensé te le dire d'abord, parce que tu as toujours été plus équilibré dans tes réactions. Je voulais ton avis sur la façon d'aborder le sujet avec lui. Ma fille a réfléchi un moment. Ce sera un choc pour lui, tu sais. Toute sa vie, il a blâmé ton absence, ton exigence. Apprendre que maman avait une liaison? Je sais, ai-je dit doucement. C'est pourquoi j'ai hésité si longtemps. Mais après ce qui s'est passé au mariage, je crois qu'il a besoin de connaître toute la vérité pour avancer. Thomas, toujours aussi perspicace, a soulevé un autre point. Ce n'est pas seulement pour Laurent que vous faites ça, n'est-ce pas? C'est aussi pour vous, pour ne plus porter ce fardeau. J'ai souri, impressionné par sa perspicacité. Tu as raison. À mon âge, on commence à faire le bilan de sa vie. Et je me rends compte que j'ai passé trop d'années à assumer des torts qui n'étaient pas les miens, à me façonner une carapace de sévérité et de perfection pour compenser ce sentiment d'échec dans mon mariage. Mathilde a pris ma main dans la sienne, un geste de tendresse qui m'a profondément touché. Je suis désolé, papa. Désolé que tu aies porté ça tout seul pendant si longtemps. Ne le sois pas, ai-je répondu en serrant sa main. J'ai fait mes choix, et je ne les regrette pas. Vous avoir dans ma vie, toi et Laurent, ça valait tous les sacrifices. Un silence confortable s'est installé, chacun absorbant les révélations de cette conversation. Puis Mathilde a soudain froncé les sourcils, comme frappée par une réalisation. Attends, si tu nous dis ça maintenant, après toutes ces années, c'est qu'il y a autre chose, n'est-ce pas? Sa perspicacité m'a toujours impressionné. Même enfant, elle avait cette capacité à voir au-delà des apparences, à sentir les non-dits. Oui, ai-je admis, il y a autre chose. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à révéler ce que je n'avais jamais osé dire à personne. Vous savez que votre mère est décédée d'un cancer il y a 5 ans. Ils ont acquiescé, le souvenir de cette période douloureuse encore vif dans nos mémoires. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans les dernières semaines de sa vie, elle m'a demandé de venir la voir à l'hôpital. Mathilde a eu l'air surprise. Je ne savais pas que tu étais allé la voir. Elle ne nous l'a jamais dit. C'était notre secret, ai-je expliqué. Elle savait qu'elle n'en avait plus pour longtemps, et elle voulait faire la paix, je suppose. Nous avons parlé longuement de notre mariage, de nos erreurs, de nos regrets. Les souvenirs de ces visites discrètes à l'hôpital me revenaient avec une clarté douloureuse. Hélène, amaigrie par la maladie, mais toujours aussi vive d'esprit, ses yeux bleus brillant d'une lucidité accrue par l'imminence de la fin. Elle m'a confié quelque chose, ce jour-là, ai-je poursuivi. Quelque chose qu'elle regrettait profondément de ne pas vous avoir dit. J'ai marqué une pause, conscient de l'impact que mes prochains mots auraient sur ma fille. L'homme avec qui elle avait cette liaison, ce n'était pas un simple collègue, c'était François Dumont. Mathilde a laissé échapper un hoquet de surprise. Le patron de Laurent,
Celui à qui il a envoyé ce message? J'ai acquiescé gravement. Le même. Leur liaison avait commencé avant même que Laurent ne rejoigne l'entreprise. En fait, c'est Hélène qui avait suggéré à François d'embaucher Laurent quand il cherchait un stage à la fin de ses études. Mon Dieu, a murmuré Mathilde. Laurent ne sait pas ça non plus, j'imagine. Non, ai-je confirmé. Personne ne le savait à part Hélène, François et moi. Et maintenant, vous deux. Thomas, qui avait écouté attentivement, a posé la question que je redoutais. Vous pensez que le licenciement de Laurent était lié à cette histoire? Une sorte de vengeance de la part de François? J'ai secoué la tête. Je ne crois pas. François a toujours semblé sincèrement apprécier Laurent pour ses qualités propres. Mais quand Laurent lui a envoyé ce message, avouant qu'il avait saboté les comptes, François a dû se sentir doublement trahi, a complété Mathilde, comprenant les implications. Exactement. Et c'est là que les choses se compliquent encore plus, ai-je ajouté, me préparant à révéler le dernier élément de cette histoire tortueuse. Quand Laurent m'a accidentellement transféré ce message, j'ai immédiatement contacté François. « Tu l'as fait ?» s'est exclamée Mathilde, visiblement surprise. « Pourquoi ?» Parce que je savais que ce message pouvait détruire la carrière de Laurent, voire pire, entraîner des poursuites judiciaires, ai-je expliqué. J'ai rencontré François en privé et je l'ai convaincu de ne pas porter plainte contre Laurent. « Comment as-tu réussi ça ?» a demandé Thomas, impressionné. J'ai hésité, gêné par ce que je m'apprêtais à révéler. Je lui ai rappelé sa relation avec Hélène, le fait qu'il avait une dette morale envers notre famille, et puis, je lui ai offert une compensation financière pour les pertes que le sabotage de Laurent avait causées à son entreprise. Mathilde m'a regardé, incrédule. « Tu as payé pour étouffer l'affaire ? J'ai fait ce que n'importe quel père aurait fait pour protéger son fils, ai-je répondu simplement. Une partie substantielle de mes économies y est passée, mais ça en valait la peine. François a accepté de ne pas poursuivre Laurent légalement, même s'il ne pouvait pas le garder dans l'entreprise, bien sûr. Est-ce que Laurent sait que tu as fait ça pour lui ? A demandé Mathilde. Non, ai-je répondu. Il pense que François a simplement renoncé aux poursuites par magnanimité, ou peut-être parce que le préjudice n'était pas assez important pour justifier un procès. Thomas a secoué la tête, visiblement impressionné par la complexité de cette histoire familiale. C'est beaucoup à absorber. Mathilde, quant à elle, semblait partagée entre l'émotion et l'incrédulité. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça dans l'ombre, papa. Que tu aies sacrifié tant d'argent, ta réputation auprès de nous, tout ça pour nous protéger. J'ai haussé les épaules, un peu embarrassé par sa réaction. Ce n'est pas si noble que ça en a l'air. J'ai fait des erreurs aussi. J'aurais pu être plus présent, plus attentif à vos besoins émotionnels à tous les deux. J'aurais pu éviter à Laurent de se sentir constamment jugé, inadéquat. Mais tu as fait de ton mieux avec les outils que tu avais, a observé Thomas avec une sagesse qui dépassait son âge. C'est tout ce qu'on peut demander à quelqu'un, non? J'ai souri, reconnaissant pour sa compréhension. C'est ce que j'essaye de me dire, oui. Mathilde, toujours pratique, est revenue à la question initiale. Alors, comment vas-tu annoncer tout ça à Laurent? J'ai soupiré, incertain. Je ne sais pas encore, c'est pour ça que je voulais votre avis. Pensez-vous qu'il est prêt à entendre ces vérités? Ou est-ce que ça risque de le faire replonger alors qu'il commence tout juste à remonter la pente? Ma fille a réfléchi un moment. Je pense qu'il doit savoir. Pas tous les détails d'un coup, peut-être, mais au moins l'essentiel. Que maman avait une liaison, que tu as porté le blâme pour la protéger, nous protéger. Quant à François, c'est plus délicat. Je suis d'accord, a renchéri Thomas. Laurent mérite de connaître la vérité sur vos dynamiques familiales. Pour le reste, peut-être attendre de voir comment il digère ses premières informations. J'ai acquiescé, leur raisonnement me paraissant sensé. Je lui parlerai la semaine prochaine, quand il viendra à Rouen pour cette conférence dont il m'a parlé. Nous avons passé le reste de l'après-midi à discuter des implications de ces révélations, de la façon dont elles pourraient affecter notre famille, notre perception les uns des autres. La conversation était parfois difficile, émotionnellement chargée, mais aussi étrangement libératrice. Lorsque Mathilde et Thomas sont partis en fin de journée,
Ma fille m'a serré longuement dans ses bras. « Merci de nous avoir dit la vérité, papa », a-t-elle murmuré. « Ça ne change rien à l'amour que j'ai pour maman ou pour toi, mais ça m'aide à comprendre. » Ces simples mots ont apaisé une anxiété que je portais depuis si longtemps. La crainte que la vérité ne détruise l'amour de mes enfants pour leur mère ou ne les fasse me voir comme un manipulateur. Une semaine plus tard, Laurent est venu à Rouen comme prévu. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant près de la cathédrale, un lieu neutre mais intime pour cette conversation cruciale. Je lui ai tout révélé, progressivement, observant ses réactions, respectant ses silences. Sa colère initiale, son incrédulité, puis sa tristesse profonde face à ces vérités qui remettaient en question toute sa compréhension de notre histoire familiale. « Pourquoi maintenant ?» m'a-t-il demandé, la même question que Mathilde avait posée. « Parce que les secrets nous ont assez coûté », ai-je répondu. « Parce que je veux qu'on ait une chance de construire une relation basée sur la vérité, toi et moi, avant qu'il ne soit trop tard. » Il a acquiescé lentement, digérant mes paroles. « Et François, tu penses que je devrais lui parler ?»« C'est à toi de décider, » ai-je dit prudemment. « Mais si tu le fais, souviens-toi qu'il a aussi ses propres regrets, ses propres blessures dans cette histoire. » Laurent a hoché la tête, pensif. « Je vais y réfléchir. Pour l'instant, j'ai besoin de temps pour absorber tout ça. »« Je comprends, » ai-je répondu. « Prends le temps qu'il te faut. Je serai là quand tu seras prêt à en reparler. » Notre dîner s'est terminé sur cette note incertaine, mais pleine d'espoir. En rentrant chez moi ce soir-là, sous la pluie fine de novembre, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. Le soulagement d'avoir enfin partagé ce fardeau et l'appréhension de ce que l'avenir nous réservait. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'envisageais cet avenir avec un sentiment de paix. Quelles que soient les conséquences de mes révélations, j'avais fait ce qui me semblait juste. J'avais offert à mes enfants la vérité qu'ils méritaient, la chance de comprendre leur propre histoire, de se libérer des fantômes du passé. Et peut-être finalement de me voir non pas comme le patriarche parfait et distant que j'avais prétendu être, mais comme l'homme imparfait et vulnérable que j'étais réellement. Un homme qui avait fait des erreurs, qui avait souffert en silence, mais qui n'avait jamais cessé d'aimer ses enfants plus que tout au monde. 2 mois plus tard, nous étions tous réunis chez Mathilde et Thomas pour célébrer Noël. Laurent et Sylvie étaient là, leur mariage encore fragile mais en voie de guérison. La thérapie semblait porter ses fruits, et Laurent avait trouvé un certain équilibre dans son nouveau poste. Après le repas, alors que nous étions tous installés dans le salon autour du sapin illuminé, Laurent s'est approché de moi, un verre de cognac à la main. J'ai parlé à François, m'a-t-il dit à voix basse pour ne pas être entendu des autres. Mon cœur a fait un bond. Vraiment ? Comment ça s'est passé ? Laurent a eu un sourire triste, aussi bien que possible, je suppose. On a parlé de maman, de toi, de moi, de nos erreurs à tous, et ai-je demandé, anxieux de connaître la suite. Et il m'a dit pour l'argent que tu lui as versé, a révélé Laurent, me regardant droit dans les yeux. Pourquoi tu ne m'as rien dit, papa ? J'ai soupiré, embarrassé d'avoir été découvert. Je ne voulais pas que tu te sentes redevable, ou pire, que tu refuses mon aide par orgueil. Laurent a secoué la tête, mais son expression n'était pas celle de la colère à laquelle je m'attendais. Tu sais, toute ma vie j'ai cru que tu me jugeais, que tu me trouvais insuffisant. Et en réalité tu as sacrifié tes économies pour me protéger, sans même me le dire. C'est ce que font les pères, ai-je répondu simplement. Pas tous, a-t-il rétorqué. Et c'est ce que je commence tout juste à comprendre. J'ai été injuste avec toi pendant si longtemps. J'ai posé une main sur son épaule, ému par ses paroles. On a tous les deux commis des erreurs, Laurent. L'important, c'est qu'on essaie maintenant de faire mieux. Il a acquiescé, puis a levé son verre dans un petit toast discret. À la vérité alors, aussi douloureuse soit-elle parfois. J'ai touché mon verre au sien, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le cognac. À la vérité et à la famille, avec toutes ses imperfections. De l'autre côté de la pièce,
Mathilde nous observait avec un sourire complice. Elle leva son propre verre dans notre direction, témoin silencieux de cette réconciliation qui avait semblé impossible quelques mois plus tôt. À 73 ans, je découvrais qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer, pour apprendre à être vulnérable, pour laisser tomber les masques que nous portons par habitude ou par peur. La vie m'avait appris, de la manière la plus dure qui soit, que les secrets finissent toujours par faire surface, mais aussi que la vérité, malgré sa brutalité initiale, est souvent le seul chemin vers une guérison véritable. En regardant ma famille réunie ce soir-là, Mathilde et Thomas, Laurent et Sylvie, et même moi, le patriarche vieillissant mais enfin libéré de ses secrets, j'ai compris que le bonheur n'était pas dans la perfection que j'avais poursuivie toute ma vie, mais dans cette acceptation tranquille de nos faiblesses partagées, de notre humanité commune. Et peut-être était-ce là la plus grande leçon de toute cette histoire, que l'amour véritable ne demande pas la perfection, mais simplement l'honnêteté. Une leçon que j'aurais aimé apprendre plus tôt, mais que je chérissais maintenant comme le plus précieux des cadeaux de Noël. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon histoire. Une histoire de secrets, de mensonges bien intentionnés, mais aussi de pardon et de réconciliation. Je voudrais vous remercier de m'avoir accompagné dans ce récit, de m'avoir écouté partager ces moments difficiles mais transformateurs de ma vie. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits comme celui-ci. Et partagez dans les commentaires si vous avez déjà vécu une situation où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, a finalement été libératrice. Avez-vous déjà porté un secret pendant des années, comme moi? Comment cela s'est-il terminé lorsque vous l'avez enfin révélé? Je suis impatient de lire vos témoignages. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. N'oubliez pas que la vie nous réserve toujours des surprises, même à mon âge avancé. Et que parfois nos plus grandes blessures peuvent devenir nos plus belles opportunités de croissance et de connexion humaine.